Bonjour et bienvenue à Lumière du Monde, votre magazine diocésain télévisé. Jasmin Lemieux-Lefebvre en compagnie de Marie-Josée Girard. Salut Jasmin. Ça va bien? Oui, merci toi Bon, aussi. nous sommes à côté de l'Assemblée nationale où on parle bien sûr beaucoup de la Charte des valeurs québécoises depuis la rentrée parlementaire, mais il y a aussi nos évêques québécois qui en ont discuté. Mais oui, pendant leur plénière d'automne, ils en ont profité pour affirmer leur position quant à cette Charte des valeurs. Alors, on vous présente quelques éléments de leur argumentation. Également, durant cette émission, première partie de notre entretien avec Nicolas Butet, un prêtre qui nous avait visité à Québec lors du Congrès eucharistique international. Il nous témoigne de son engagement dans deux œuvres, l'Institut Philanthropos et la Fraternité eucharistaine, un témoignage chrétien assez impressionnant. Et pour commencer l'émission, on vous parle du Piolet, un organisme communautaire qui vient en aide aux jeunes adultes. Alors, on vous laisse voir leur offre de services et comment ils tentent d'élargir un peu les différents volets de leur mission. Bonne émission. Le Piolet a été fondé en 1985, l'année internationale de la jeunesse. C'est sœur Madeleine Bellec, notre fondatrice, sœur de Saint-Joseph de Saint-Vallier, qui a initié le projet accompagné d'un groupe pastoral social. En 1987, le groupe a fait l'acquisition d'une petite maison sur le boulevard de l'Ormière. Dans le fond, c'est un lieu de rencontre et de rassemblement que voulaient créer nos fondateurs pour les jeunes en situation de précarité. La valeur primordiale au sein du Piolet, c'est l'accueil presque inconditionnel du jeune. C'est-à-dire que pour nous, un jeune en difficulté qui se présente dans nos murs, peu importe que ce soit pour l'entreprise d'insertion, le milieu de vie, le logement ou juste pour jaser, nous, ce qui est primordial, ce qu'on demande à nos gens, c'est de l'accueillir, de prendre cette personne-là à part entière, de dire que c'est un individu qui a les mêmes droits, les mêmes valeurs, le même potentiel que tout autre individu. Donc, notre première approche, c'est de l'accueillir, de l'écouter, afin de le référer vers les bonnes ressources qui sont adéquates pour lui. Le Piolet, les fondateurs ont dit il faut amener les jeunes plus haut dans la vie. Et ils ont pris l'exemple de la montagne, hein, les jeunes qui montent dans la vie, qui grimpent dans la vie, mais pour les aider, quand on fait... J'ai fait beaucoup d'alpinisme dans ma vie, donc on avait besoin de ce petit instrument qui est très pointu avec des dents, mais qui entre dans la glace et te soutient. Donc, c'est ça le Piolet. Le Piolet, c'est ces petits marteaux-là qui aident les jeunes à monter, à grimper, à aller vers les sommets, au fond, vers les sommets qui est leur réussite personnelle. Présentement, la Ville de Québec, dans la région de Québec, on vit une situation particulière. C'est-à-dire que le chômage est presque à 5 %. Donc, un jeune qui est en difficulté face au marché du travail, ça veut dire qu'il vit beaucoup de problématiques, il y a une situation très particulière. Donc, le Piolet, comme tous les autres organismes de la Ville de Québec, de la région, ont eu à s'adapter auprès de cette clientèle-là, ont eu à développer des nouvelles façons de faire, de nouvelles approches pour être en mesure de les aider, d'être adéquats dans leurs interventions. Le Piolet, c'est vraiment un service de première ligne auprès de cette clientèle-là. Nous, ce qu'on essaie de faire, notre vision, la vision du Piolet puis de l'équipe qui travaille ici, c'est de développer la motivation, la mobilisation de ces jeunes-là, d'être capable de leur faire développer des rêves, des projets de vie pour les amener, pour qu'ils puissent se projeter dans le futur. Donc, notre présence aujourd'hui est une présence de simplicité et une présence de beaucoup d'humilité. Nous devons apprendre beaucoup de ces jeunes-là. Nous ne les connaissons pas, les jeunes. Je peux vous dire que même si j'ai eu des enfants qui ont vécu certains problèmes, etc., les problèmes que ces jeunes que nous recevons au Piolet sont beaucoup plus profonds. C'est des jeunes complètement abandonnés par l'institution scolaire. Ils ont quitté. L'école ne leur convenait pas. Les familles ont été souvent mis dehors de la famille à l'âge de 15-16 ans. C'est des jeunes qui n'ont jamais eu de famille, qui ont fait 15, 20, 30 familles d'accueil avant. Donc ces jeunes-là vivent dans une solitude et une marginalisation extrême. Le langage, ils ne parlent plus notre langage. Concernant les jeunes qu'on reçoit ici au Piolet, on a tendance rapidement à penser à les mettre dans le même tiroir, c'est-à-dire penser qu'il y a une problématique vécue par ces jeunes-là. Ici, ce qu'on se rend compte, c'est que les jeunes vivent différentes problématiques, c'est-à-dire que les jeunes qui sont en situation d'exclusion, de marginalité, vivent plusieurs choses, ont des vécus différents, c'est-à-dire que chaque jeune démontre des problèmes qui lui sont propres, c'est-à-dire qu'il faut vraiment travailler avec l'individu lui-même. Les jeunes qu'on reçoit ici ont entre 20 et 22 ans de façon
moyenne et ont une scolarité très, très faible, c'est-à-dire soit en secondaire 1 ou secondaire 2. Donc, on a un gros travail à faire au niveau de chacun des individus. En 2009, on a créé, à même nos locaux, un lieu de rencontre, un milieu de vie. En fait, à l'époque, en 1985, c'était l'essence même du Piolet qu'on avait perdu un peu au fil des années. Alors, en 2009, on a créé ce milieu de vie-là qui est ouvert 7 sur 7, tous les soirs, avec des intervenants psychosociaux. On reçoit annuellement près de 400 jeunes en situation d'exclusion ici au milieu de vie. Donc, le Piolet travaille fortement à trouver des ressources financières et humaines pour ouvrir ce milieu de vie-là de jour afin de référer ces gens-là vers les ressources qui existent pour les aider convenablement. À titre d'exemple, pour aller de l'avant avec ça, on a mis en place un jardin communautaire à même la bâtisse Le Piolet. Et puis, c'est les jeunes du milieu de vie qui s'occupent de ce jardin-là, c'est-à-dire qu'ils l'ont planté, qui font la récolte, qui font l'entretien de ça. Donc, on pense avoir un impact majeur auprès des 400 jeunes, mais on pense aussi rejoindre plus de personnes que ça. Donc, c'est très important de travailler afin d'ouvrir ce milieu de vie-là de jour. Le jardin collectif du Piolet a débuté l'année passée. Quelques jeunes du milieu de vie avaient l'intention de jardiner pour l'été d'après et on a commencé à mijoter un projet de jardin dans la cour du Piolet. Par la suite, ce printemps, on a fait une demande de subvention à la Fondation GDG et la Fondation communautaire du Grand Québec pour finalement avoir une réponse favorable de 10 000 $ pour le projet. Il y a différentes raisons du pourquoi qu'un jeune peut participer à un jardin collectif, soit car il va avoir accès à des aliments frais, des aliments biologiques qui sont justement gratuits, car le principe d'un jardin collectif, c'est de s'impliquer dans un grand jardin où est-ce que toutes les personnes donnent de leur temps et récoltent par la suite les aliments. Donc, tout ce qui pousse dans le jardin va justement aux jeunes, directement par rapport au nombre d'heures qui s'impliquent. Par la suite, il peut y avoir aussi une raison d'écologie. Tout le volet social est très important pour eux, pouvoir rencontrer des gens, faire un projet ensemble, développer la confiance, s'affirmer davantage. Tous les défis qu'ils peuvent relever durant un jardin, c'est vraiment là, une expérience très enrichissante pour eux. Il y a différentes raisons aussi qui peuvent pousser une personne à jardiner, qui ont vu leur grand-mère jardiner plus jeune, leurs parents, qui ont envie de reproduire l'expérience. Et comme chrétien, je pense un peu aux disciples d'Emmaüs. Hein? On ne savait pas, ils étaient désemparés, il y a quelque chose qui... Nos jeunes sont un peu comme ces gens-là. Ils sont désemparés dans la vie. Ils ne savent pas cheminer dans la vie. Mais quelqu'un qui arrive, qui fait route avec. Hein? Après, ces personnes-là, qui est Jésus, posent des gestes significatifs. La fraction du pain. Mais c'est un peu ça que les jeunes attendent de nous. Qu'on les accompagne afin qu'ils soient capables de poser des gestes significatifs. Le Piolet est ça pour ça. Je suis allé au Piolet parce que je voulais avoir... moi, c'est une réorientation de carrière. Puis je voulais comme me saucer un peu dans le domaine de la cuisine pour voir si vraiment j'aimerais ça, avoir un emploi dans le domaine à long terme par la suite. Puis jusqu'à date, j'aime bien ça. Puis ce que ça m'apporte, dans le fond, c'est que ça confirme mon choix de future carrière. Là. Dernièrement, dans le fond, en 2010, on a initié un nouveau projet. On se rendait bien compte que nos jeunes avaient un problème de logement. Donc, début 2011, on a fait l'acquisition de 2 propriétés voisines du Piolet pour pouvoir les détruire. Environ janvier 2012, on a commencé les travaux. On a détruit, en fait, ces 2 maisons-là pour agrandir le Piolet. On a fait une nouvelle salle administrative pour les employés, une nouvelle salle de banquet et construit 22 logements sociaux pour nos jeunes. Et donc, les jeunes ont rentré dans les logements dernièrement, c'est-à-dire au mois de mars 2013. Bon, ici, c'est les logements qui sont subventionnés. Ça marche avec le Piolet en bas. Moi, j'ai fait une demande là-bas, puis ça n'a pas été trop long, là, 1 mois, 2 mois, j'ai eu mon appartement, puis c'est super beau, c'est vraiment pas cher, puis mettons qu'avec les moyens financiers que j'ai présentement, on n'est pas payé trop cher là-bas, c'est quand même salaire minimum, mais ça permet d'en avoir en masse pour faire ce que c'est à faire. Là. En fait, tout au long du parcours de construction des 22 logements, le Piolet a tenu à tenir informer la population de son projet. Il a été accompagné de plusieurs organismes, dont le CLSC, dont les immeubles populaires, un groupe de ressources techniques, qui sont là, effectivement, pour accompagner les organismes dans la construction de logements sociaux et l'implantation, surtout, de logements sociaux.
Le projet a été bien accueilli par la population. Le Piolet jouit d'une bonne réputation puis d'une bonne appréciation par la collectivité depuis maintenant 1992 qu'on est sur la rue Racine. Et les concitoyens, en tout cas, ont accepté et se sont sentis en sécurité dans notre projet, tout au long du projet. Donc, on est très, très bien implanté dans la communauté de Loretteville. C'est-à-dire que les gens nous connaissent notre service de restauration. Et puis, notre travail auprès des jeunes est très bien accepté. Les gens, je pense, acceptent même qui adhèrent à notre vocation, d'un par les dons, leur présence dans les restaurants, puis ce qu'on voit dans la rue. Honnêtement, je pense que le Piolet a un impact majeur au niveau de la communauté, c'est-à-dire au niveau du vandalisme, de la criminalité, du vagabondage dans les rues, puis sur la paix sociale en général dans le secteur. Les 3 projets du Piolet, la mission de base, là, dans le fond, on a l'entreprise d'insertion, le restaurant Le Piolet, qui offre aux jeunes un accompagnement socio-professionnel pour leur permettre d'intégrer le marché de l'emploi. Avec le milieu de vie, ce centre de soir pour les jeunes un peu plus marginalisés, on apporte vraiment un réseau social, un soutien, un accompagnement, souvent même une soupape pour le jeune qui a besoin d'un peu d'air, d'un lieu de rencontre, de socialisation. Enfin, avec le logement, on apporte au niveau personnel aux jeunes un logement décent, à prix modique, pour lui permettre de sortir du cycle de la pauvreté. Dans le fond, moi, quand je suis arrivé au Piolet, juste avant, j'avais commencé un DEP en cuisine, mais là, j'étais sur pré-bourse, puis j'avais trop de paiement, puis j'arrivais plus, j'avais quasiment même plus d'argent pour faire mon épicerie. Fait que, dans le fond, moi, ce que ça m'a apporté en gros, le Piolet, c'est que ça m'a permis de poursuivre ma formation, d'acquérir de l'expérience dans le domaine de la cuisine, puis en même temps, d'avoir de l'argent pour payer mes factures, parce que, je veux pas, faut manger. Hein. Puis, en plus, ils m'ont donné un logement, puis bien content. Depuis l'incarnation, là, chaque fois qu'on fait quelque chose pour l'être humain, on le fait pour le Christ. Dieu n'est pas loin. Le Christ s'est fait d'homme. Donc, chaque fois qu'on fait quelque chose pour un homme, un être humain, on le fait pour Dieu. Le jugement dernier, là, quand est-ce que nous t'avons trouvé malade, en prison, que vous étiez seul? Chaque fois que vous l'avez fait un de ces petits, c'est les êtres humains, les fils de Dieu. Je crois que l'Église doit revenir à cette pastorale de base, qui est une pastorale de présence. Est-ce que c'est l'évangélisation? Pour moi, c'est l'évangélisation fondamentale de l'Église, la présence par l'amour aux êtres humains. Et ça les libère. Ça rend grand l'homme, ça les rend plus libres. Le Christ est venu pour lui libérer. Les gens à la maison peuvent se demander de quelle façon ils peuvent contribuer à l'œuvre du Piolet. En fait, il y a 3 façons possibles. Tout d'abord, il y a pouvoir venir au restaurant Le Piolet, qui est ouvert du mardi au vendredi midi, le vendredi soir et le samedi soir. On a aussi une salle de banquet pour les groupes de plus de 30 personnes. Il y a bien sûr notre campagne de financement annuel qui est en cours présentement. Donc, les gens peuvent faire un don à notre organisme, qui est un organisme de bienfaisance. Et enfin, bien sûr, il y a l'engagement bénévole. Le Piolet est toujours à la recherche de gens dévoués qui sont prêts à aider le Piolet dans sa cause, en particulier au niveau du comité de financement qui est à la recherche de bénévoles pour aider aux tâches de financement. Père Nicolas, bonjour. Bonjour. C'est un grand plaisir de vous recevoir et de discuter un peu avec vous. On connaît bien votre œuvre, Philanthropos et la communauté eucharistique, mais pourriez-vous nous en dresser les grandes lignes? C'est une aventure qui est née il y a maintenant plus de 15 ans pour la Fraternité eucharistique, une dizaine d'années pour Philanthropos. Il y a plusieurs intuitions là derrière. Vraiment, l'idée, c'est de répondre à cette soif de la nouvelle évangélisation à travers 2 pauvretés, s'il fallait comparer un petit peu les 2 institutions. La pauvreté des jeunes qui ont vécu des souffrances, la drogue, l'alcool, la dépression, la violence, et donc de leur faire redécouvrir la joie de vivre et de le faire autour du Christ, puisque pour nous, c'est lui qui est véritablement la réponse à la soif du cœur de l'homme. Donc nous avons l'adoration perpétuelle et une vie très simple, franciscaine. Et puis du côté de Philanthropos, peut-être un petit peu plus cette soif de l'intelligence, cette pauvreté, cette indigence de l'intelligence humaine. Ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on n'a jamais autant dit aujourd'hui que nous étions libres, et je crois qu'il n'y a jamais autant de servitude intellectuelle. Et finalement, Philanthropos est là pour aider les jeunes à découvrir leur liberté. Dans les 2 sens, j'allais dire, c'est cette conquête de la liberté des enfants de Dieu. Pour ceux qui sont asservis par les drogues et toutes les substances toxiques qu'ils ont pu prendre, ou par la mode et toutes les idées fausses. Et puis du côté de l'intelligence, redécouvrir cette liberté de penser.
cette liberté intellectuelle, cette liberté intérieure, pour pouvoir à la fois dialoguer avec ce monde, mais aussi mettre au défi ce monde par rapport à ces pensées qui sont erronées et par rapport à des idéologies qui sont véhiculées et qui ne servent pas à la dignité de la personne humaine. Et cette œuvre, elle est née comment dans le cœur du Père Nicolas? Alors j'étais dans un ermitage à l'époque, dans un trou de rocher, au bout de 480 marches d'escalier dans une falaise, et il y avait deux sortes de jeunes qui venaient me trouver, des jeunes qui avaient fait un parcours humain déjà, de formation professionnelle, et puis qui se posaient des questions de la foi, ou qui voulaient approfondir leur foi, ou avoir une sorte de catéchèse pour leur foi. Et puis de l'autre côté, des jeunes blessés, souffrants, qui venaient se confier, qui venaient décharger leur fardeau, et qui imploraient qu'on puisse les accueillir ou les aider. Et cette rencontre entre ces deux groupes de jeunes a fait que dans un premier temps, les premiers ont commencé à travailler à temps partiel pour accueillir dans leurs appartements ces jeunes en difficulté. Et puis petit à petit, on s'est dit, mais il faut peut-être aller un peu plus loin. Et un prêtre jésuite avec qui nous travaillons et nous prions a dit, mais il faudra un signe de Dieu. Et le signe de Dieu, c'était le don d'une vieille ferme qui était le point de départ de la communauté. Donc le cœur, c'était de faire connaître le Christ et de faire aimer le Christ et d'aider les gens à découvrir le bonheur d'être aimés par Dieu. Et puis les signes extérieurs, c'était cette propriété qui nous a été offerte. Et c'était dur de quitter l'ermitage pour moi, c'est-à-dire que ce n'était pas un projet que j'avais en tête, pas du tout une planification qui était décidée longtemps à l'avance, c'était vraiment une interpellation de Dieu dans la réalité pour faire ce saut. Et si on recule de quelques pas, qu'est-ce qui vous a apporté, qu'est-ce qui vous a interpellé à cet ermitage justement? Quel est le parcours du Père Nicolas? Alors, un parcours d'abord dans le monde, parce que j'ai fait des études de droit, j'ai fait un stage d'avocat, j'ai fait de la politique, j'ai été membre du Parlement dans le canton de Suisse d'où je viens à 23 ans. Un travail aussi auprès du Vatican, puisque je me suis occupé des questions de justice, paix et droits de l'homme en Asie et dans les questions économiques. Et puis, j'ai beaucoup voyagé, énormément voyagé dans énormément de pays. Et je me disais, mais comment rejoindre tous ces gens? Et je me rendais compte que ces gens que je portais dans mon cœur, dans ma prière, que ces drames de l'humanité, ces souffrances de l'humanité, aussi ces espérances de l'humanité, elles avaient un lieu de convergence, c'était le cœur eucharistique de Jésus. Et que finalement, l'endroit où je pourrais peut-être le mieux rejoindre et Dieu et l'humanité tout entière en Dieu, c'était de vivre dans cette solitude, dans ce cœur à cœur avec Dieu dans la prière. Et aussi, je me disais que le monde était très pris par le faire, par l'avoir, le pouvoir, et que j'avais connu un petit peu ça. Et que finalement, la seule révolution qui méritait d'être vécue, c'était le primat de l'être. Je voyais, j'ai travaillé avec des personnes handicapées, et mentales, physiques, graves, et je me disais, mais leur dignité, leur beauté, c'est que Dieu les regarde. C'est leur être qui fait toute la dignité de ces personnes. Et alors, je me disais que si je n'avais pas découvert ça pour moi aussi dans ma vie, le primat de l'être, que si je mettais mon existence dans le faire, l'avoir, le savoir ou le pouvoir, je pensais que je passais à côté de la vie. Et que quelque part, cette phrase de Sainte Thérèse d'Avila, Dieu seul suffit, il fallait l'expérimenter dans la chair et pas seulement en théorie ou dans la tête. Et c'est un petit peu ça qui m'a conduit à l'ermitage. Et les jeunes que vous rencontrez, ils réussissent à les conserver, cette paix, cette joie, quand ils quittent Philanthropos et réintègrent le monde? Alors, on essaye de donner les moyens. C'est chaque fois un combat personnel, c'est chaque fois un grand défi, c'est sûr. Hein. Mais je crois qu'on ne leur donne pas du précuit, on leur apprend à réfléchir, c'est en tout cas la finalité que nous avons, leur apprendre à réfléchir, à agir par eux-mêmes, à assumer leur liberté. Et donc, de donner aussi les moyens pour vivre cette liberté-là. Et le moyen fondamental, bien sûr, c'est la prière. Si nous avons compris que nous vivons comme une source, comme un robinet qui découle, il faut la source en permanence. Et que la seule manière de garder cette eau fraîche et jaillissante, c'est d'être branché sur la source. Et donc, c'est par cette prière que l'on reste branché sur la source et que l'eau qu'on va répandre autour de nous sera toujours fraîche et belle. Autrement, elle est stagnante où tout se tarit et il n'y a plus rien qui donne. Et donc ce branchement sur la source, ce cœur à cœur avec Dieu est vraiment l'essentiel. Après, il y a le reste qui découle de ça. C'est un vrai défi pour le monde d'aujourd'hui. Vraiment, vraiment, c'est révolutionnaire. Ça prend le monde à contre-pied, mais j'allais dire ça met le monde à l'envers, mais ça met la vie à l'endroit, et ça c'est tellement important. Merci. Avec joie. Donc, il existe déjà une charte des droits et libertés et le projet du gouvernement, c'est d'introduire un système de valeurs à l'intérieur même de la charte. Il avait déjà annoncé, c'était dans le programme du Parti québécois, mais on ne s'attendait pas que ça prendrait une telle ampleur,
Là, ça fait des semaines et des semaines que les gens parlent de ça. Et nous, on est très heureux d'avoir eu un document prêt avec une pensée commune. Tout le monde peut le lire et dire voici ce que nos évêques pensent. Ce document, il s'intitule « Catholique dans un Québec pluraliste ». Écrit en novembre 2012, il parle d'un État laïque, mais d'une société pluraliste où chacun doit apprendre à respecter les autres. Notre plus grande question, c'est par rapport à la définition de neutralité et laïcité, qui ne nous semble pas être assez claire. Parce qu'il y en a qui interprètent une laïcité, une neutralité qui restreint les droits et libertés religieuses. Ça, c'est une laïcité qu'on pourrait appeler fermée. Alors que nous, on est plutôt pour une laïcité, une neutralité. Je pense que c'est ça le vrai sens, l'État laïque, avec une société pluraliste, c'est que l'État favorise les gens, qu'ils soient croyants ou incroyants, dans leur expression, dans leur être, dans tout ce qu'ils sont. Je pense que c'est d'abord important qu'on se dise et que ce soit bien compris de la part de tout le monde, de tous les Québécois et Québécoises, que c'est important que l'État soit laïque. L'État doit être laïque. Il ne doit ni favoriser, ni opprimer une religion ou une autre. Mais la société n'est pas laïque, la société est pluraliste. On vit ensemble au jour le jour, catholiques et juifs, et protestants, et non-croyants, athées, agnostiques, musulmans, bouddhistes, et enfin, nommez-les toutes. Le défi est d'apprendre à vivre ensemble. Ce qu'on doit travailler actuellement, il me semble, c'est de respecter le port de signes religieux chez à peu près toutes les personnes. Qu'elles travaillent pour le gouvernement dans les services publics ou dans le domaine privé, la Charte universelle nous permet d'exprimer notre foi. Maintenant, c'est évident que c'est pas parce qu'une personne a une croix dans le cou ou un turban sur la tête ou un voile ou peu importe son signe que ça lui permet sur son milieu de travail, en service public, de faire la promotion de sa religion. Maintenant, il peut y avoir des exceptions pour certaines autorités qui doivent peut-être être plus prudents que d'autres. Mais de façon générale, nous ne voyons pas de difficulté de façon raisonnable exprimer notre foi en public. Je pense qu'un élément particulier, c'est vraiment de ne pas se laisser juste porter par toute la question. On va prendre le voile, par exemple. C'est un peu comme dans la magie, ça. Tout le monde a les yeux tournés vers quelque chose, alors que les vraies affaires sont ailleurs. Là, beaucoup de discussions autour du voile. Puis, comme je disais tout à l'heure, cet hiver, on va tout être volé. Et alors que les vraies affaires, c'est la place qu'on donne aux églises et à la religion dans l'État, ça, c'est mal défini. Ce qui est positif, c'est de la recherche de démocratie. Ce qui est positif, c'est la recherche d'un rapport et d'un équilibre, si on veut, entre le rôle de l'État et les diverses croyances dans une société. Mais peut-être que ce qui est excessif, c'est de fait même que l'État est là au service de la société. On est citoyen non pas d'un État, on est citoyen d'une société. Et l'État est là pour protéger l'espace de liberté et de dignité de tout être humain dans la société. L'État n'est pas là pour arriver avec son système de valeurs, pour le rendre premier par rapport à d'autres systèmes de croyances. Il est là pour offrir un espace qui protège les systèmes de croyances. Et je dirais, dans une démocratie, dans un certain sens, on pourrait dire tout est permis sauf ce qui est défendu de façon générale. Et ici, on a un peu l'optique, tout est défendu sauf ce qui est permis. La foi, c'est pas seulement une affaire de culte. Et lorsqu'on est à l'église ou à la mosquée ou à la synagogue ou à notre lieu de culte, notre foi nous habite au quotidien et ce n'est pas menaçant que d'avoir une croix dans le cou ou d'avoir un voile sur la tête. Non. Alors, il n'y a pas de raison. C'est dans notre façon d'être qu'on va exprimer notre neutralité. Notre patrimoine, il n'est pas figé. Notre patrimoine, il est vivant. Aujourd'hui, il nous fait vivre et il va préparer notre avenir. Il ne faut pas, avec le mot patrimoine, on n'est pas porté à en faire un musée. Ça, ce n'est pas notre attitude. Nous, on invite beaucoup les Québécois et Québécoises, les catholiques, à s'investir dans ce débat
de dire qu'est-ce qu'ils pensent, mais dans un esprit de dialogue, de sérénité et non pas de division comme on voit malheureusement actuellement. C'est pas tout d'abord de la question de défendre l'Église comme institution, c'est de défendre le droit de l'être humain de pouvoir être ce qu'il est avec ses propres croyances. Et ça vise les catholiques, mais ça vise aussi les juifs, ça vise les musulmans, ça concerne les athées, ça concerne les agnostiques, tous en tant qu'êtres humains, nous vivons dans une société et nous avons le privilège de vivre dans une démocratie. Et protéger une démocratie, c'est protéger la dignité de tout être humain, quel que soit son système de croyance, et de protéger la liberté de tout être humain. Alors, Marie-Josée, moi, je t'avoue, là, je suis certain que toute la question de la Charte des valeurs québécoises, une fois que le débat sera passé, je suis convaincu qu'on en sortira plus fort. Puis notre relation face à nos racines catholiques, là, il y a un abcès à crever. Puis j'espère que des prises de parole comme celle des évêques, puis de catholiques engagés peuvent aider justement à nous réconcilier avec notre héritage. Oui, je suis d'accord. Ça nous oblige à nous repositionner nous-mêmes sur notre identité. Absolument. La semaine prochaine à l'émission? Alors, on vous présentera évidemment la suite du témoignage de Nicolas Butet. On vous parlera aussi de la visite des petits séminaristes à Rome lors d'inauguration du ministère de notre Saint-Père, le pape François. Et également, on vous parlera du lac Mégantic sous un regard pastoral. Absolument. Alors, on se dit à la semaine prochaine.